Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Disney n'a pas eu beaucoup de chance avec ses films centrés sur des animaux anthropomorphes. Des deux films qu'ils ont sortis dans le passé autour de ça, aucun n'a vraiment su marquer les esprits. Mais ça a changé récemment avec la sortie de Zootopie. Ce film a connu un tel succès que nombreux sont ceux qui le considèrent parmi les plus grands films Disney existants à ce jour. Et je n'irai clairement pas jusque-là. C'est un de ces films qui me donne l'impression que les gens le portent au nu pour ce qu'il a voulu accomplir, sans prendre en compte son efficacité à l'accomplir. Mais pour moi, un film n'est pas comme un cadeau où on peut se dire c'est l'intention qui compte. En avant pour Zootopie. Le film commence sur une pièce de théâtre. On raconte qu'autrefois il y avait un système proie-prédateur implacable chez les animaux, mais désormais... Prédateurs et proies vivent en harmonie. Mais un jour, la Nation du Feu décida de passer à l'attaque. Et j'imagine que vous n'expliquerez pas de quel substitut à la viande les prédateurs se nourrissent maintenant? Notre héroïne, Judy, dit que dans ce monde elle veut devenir policière. À 337 km d'ici se trouve la grande ville de Zootopie. Ok, j'imagine que le titre de cette pièce était Exposition de l'univers du film. Judy, tu t'es jamais demandé pourquoi on a toujours été heureux, ta maman et moi? Non, papa. Eh bien, on a renoncé à nos rêves et on s'est adapté. Tu t'es jamais demandé comment on pouvait accentuer ta personnalité en ayant une pourrie? L'entrain et la détermination de Judy en font une excellente héroïne, mais vous n'étiez pas obligé d'appuyer ça en mettant des persos de soutien plats et sans intérêt en comparaison. Filez-moi vos tickets tout de suite, sinon je vais vous botter vos petits derrière de mouton. Elle a une altercation avec un renard gros bras et lui reprend les tickets qu'il avait volés sans qu'il le voie, par magie parce que je n'ai aucune idée de comment elle aurait pu mettre la patte dessus sans se faire prendre entre ces deux plans-là, ce qui la conforte dans ses convictions et... Zootopie possède 12 écosystèmes. Et apparemment, en évoluant, tous les animaux se sont retrouvés avec la même durée de vie que nous. Pourquoi pas? Au début de son entraînement, elle a beaucoup de mal. Toilette qui pue. T'es morte, ma cocotte. Blague de merde, t'es mort mon chiotte. Et puis y a que ce modèle de WC. Vous savez qu'il n'y a pas que Judy qui fait pas la taille ours blanche chez les flics, mais en persévérant, elle arrive à se mettre en valeur. Comment elle aurait grimpé s'il n'y avait eu personne d'autre? Et finit par être intégrée à la police de Zootopie. Ses parents, toujours aussi profondément écrits, lui disent de se méfier des prédateurs. Et les renards, ce sont les pires. Oui, à vrai dire, ton père n'a franchement pas tort, là. Mais c'est dans leur nature. La discrimination, c'est pas bien! Excusez-moi, je suis pas sûr que le film vous martèle suffisamment le message, donc je préfère l'expliciter. Et il lui offre plein de trucs anti-renard. Est-ce que les magasins ont le droit de vendre ça? C'est comme si la droguerie près de chez moi vendait du spray anti-arabe. C'est vachement perturbé. À moins qu'ils aient trouvé ça dans une ancienne cache de Batman. Hand me down the shark repellent bat spray. Regarde ça. Oh, mais t'as perdu la tête. Elle n'a pas besoin d'un taser à Oh, renard. ça va. Donc ça nous fait rien si on n'est pas un renard? Et en chemin... Ah oui, c'est vrai, faut qu'on parle de ça. Dans ce film, il y a le personnage de Gazelle, une idole doublée par Shakira, une icône parfaite pour un film animé Disney. Non pas que ça me dérange particulièrement. Et elle nous a pondu une chanson qui est censée représenter le film, et qui vole pas très haut. L'air est pas trop mal, mais les paroles se résument à faut tout essayer, faut pas abandonner. C'est ultra générique et ça pourrait s'incorporer dans les 3/4 des films animés. C'est au même moment qu'on découvre l'un des points forts du film, son univers. On essaye vraiment de mettre en place un écosystème moderne où le principe de départ peut s'appliquer. Là où beaucoup d'autres films se contentent de dire il y a des animaux anthropomorphes qui vivent ensemble et voilà, celui-ci essaye vraiment d'instaurer un monde cohérent pour sa prémisse. Même si on peut toujours trouver 2-3 petites choses à redire, comme comment se fait-il qu'il n'y ait pas de surpopulation alors que plus rien n'empêche les animaux type lapin de pulluler, surtout s'ils vivent aussi longtemps que nous. On est doué en multiplication. En se rendant à son premier jour de boulot, Judy emporte le spray anti-renard, bien qu'elle ait dit qu'elle n'y croyait pas, parce qu'il faut bien un truc pour appuyer le message forcé aux 2/3 du film, et elle rencontre le standardiste. Vous avez un... En fait, vous avez... Il y a un... Dans votre cou. Le pli. Qui n'était pas du tout visible dans les plans précédents. Est-ce que Judy serait réellement magicienne? À la réunion, on parle de plusieurs prédateurs portés disparus. La mairie me casse les crottes pour qu'on retrouve ceux qui ont disparu. C'est la priorité
numéro 1. Donc, si la mairie n'avait pas insisté, ça n'aurait pas été votre priorité? Judy se fait mettre au stationnement. Chef, je suis pas là juste pour faire la potiche. Alors dresser 100 PV par jour, ça peut être facile. Parce que les créateurs de Zootopie ont vu trop de films policiers des années 80-90. Ce personnage est le stéréotype du chef de police gueulard qui ne voit pas le potentiel de notre héros flic et c'est tout simplement paresseux. Ce type n'accomplit rien. Merde, toute la police à part Judy n'accomplit quasiment que dalle de tout le film et ils ont plus l'air d'être une entrave qu'autre chose. Est-ce que tu veux dire que la police c'est bien ou que c'est une bande d'incompétents en film? Parce que tu envoies des signaux très mitigés là. Mais Judy décide quand même de se donner à fond. C'est ça que j'aime chez le personnage, elle ne se laisse jamais abattre et sait toujours s'adapter. Elle voit un renard entrer de façon suspecte dans un magasin de glace. Je veux seulement acheter un Jumbo Pop à mon petit garçon. Ce gentil petit bonhomme adore tout ce qui est éléphant. Il va en devenir un quand il sera grand. Oh, c'est légèrement perturbé. Touchée par ceci, elle essaye de les aider. Est-ce que vos clients sont au courant qu'il y a de la morvée des crottes de nez dans les biscuits et les glaces? Étant donné que les glaces sont préparées comme ça devant tout le monde, ils devraient être au courant depuis longtemps. Donc elle les convainc de leur vendre une glace pour éléphant. Et toi, mon petit gars, tu vas être un éléphant quand tu seras grand? Tu seras un éléphant. Ok Judy, mine de rien, il existe des rêves inatteignables. À moins que la chirurgie esthétique ait vachement progressé. Mais elle voit plus tard que tout ceci était du pipeau pour revendre le produit, pendant que l'autre renard continue de sucer sa tétine alors qu'il ne se fait plus passer pour un gamin. Chacun ses fétiches. Elle essaye de confronter le méchant renard, Nick, mais rusé comme l'animal qu'il est, il a monté toute son arnaque selon les règles. Bon, alors écoute. Tout un chacun débarque à Zootopie en croyant qu'il pourra devenir ce qu'il veut. Bah, c'est pas vrai. On peut seulement devenir ce qu'on est. C'est une très bonne introduction du personnage qui fait un excellent contrepoids au caractère intègre et optimiste de Judy. Ce sont nos deux personnages centraux et ils sont parfaitement réussis. Le lendemain, en plein devoir de contractuel, Judy assiste à un cambriolage. Je suis sur le coup! Lieutenant Hobbs, je suis à ta poursuite! J'adore cette fille. Et après une petite course-poursuite, elle lui met le grappin dessus, mais son chef n'est pas content. J'ai arrêté le bandit. J'ai fait mon boulot. Votre boulot, c'est mettre des PV sur des pare-brises. Et mon boulot, c'est d'être un stéréotype de chef boucher. Vous êtes un désastre ambulant, Sergent X. La vie, c'est pas une comédie musicale où on se sent libéré, délivré, et où les rêves comme par magie se réalisent d'un seul coup. C'était une référence tellement recherchée. C'est là qu'une loutre entre et supplie qu'on recherche son mari disparu. Madame, nos inspecteurs sont tous très occupés. Sauf un, mais il faut bien quelqu'un pour se charger des parcs-mètres, vu qu'apparemment c'est sous la responsabilité de notre division. Judy, touchée par son histoire, s'avance pour l'aider, et... Vous êtes viré. Et vous êtes officiellement un personnage de merde, monsieur. Heureusement, l'adjointe au maire Bellwether passée par là, c'est une chance et permet à Judy de se voir accorder 48 heures pour retrouver la loutre. C'est toujours 48 heures dans ces trucs-là. Mais, si vous vous plantez, vous démissionnez. T'as pas ton mot à dire normalement, vu que maintenant c'est censé être une décision de la mairie, mais très bien, connard, on va jouer selon tes règles pourries pour le suspense. Par chance, la photo de la dernière apparition de la victime a une résolution de malade et Judy détecte la présence de Nick. Elle finit par le forcer à l'aider dans une scène vraiment très ingénieuse. Elle t'a carotté. Et il l'a conduit au dernier endroit où il l'a vu aller. Ce qui amène le passage blague le plus bizarre du film. Il est tout nu. Hein? Bah oui, on a un club de naturistes. Judy est choquée de voir des animaux vivre à poil, mais le truc c'est que ils montrent tous sans rien montrer. Les animaux sont censés avoir des organes génitaux et un rectum à cet endroit-là. S'il n'y a rien, il n'y a pas de quoi être choqué alors, et ça colle moyen avec le fait que les animaux se reproduisent clairement dans ce monde. À moins que tout se fasse in vitro maintenant. Allez film, c'est ma 69e, donne-moi du vrai cul sur quoi bosser, merde. Ils arrivent à avoir un numéro de plaque et la font identifier via un passage plutôt drôle, mais que j'ai toujours trouvé un tantinet discordant avec le reste du film. Ça sent juste la pique gratuite envers un établissement précis, sans réfléchir plus loin. Ça atténue même un peu les enjeux, vu que la perte de temps de Judy dans sa course contre la montre est traitée de façon comique. Il fait nuit. Pendant 3 minutes 30, je ne suis plus une intrigue, on me raconte une blague. Une bonne blague, mais tout de même. Bref, il retrouve la voiture, Nick découvre qu'elle appartient à Mr. Big, un parrain de la mafia, et nos deux héros se font prendre juste après.
Qu'avez-vous fait pour que Mr. Big soit fâché contre vous? Il est possible que je lui ai vendu un plaid vraiment hors de prix en laine qui était fait avec la peau des fesses d'un putois. Et t'avais aucune idée que c'était un boss mafieux, ou bien t'as fumé le putois juste avant de te le mettre à dos stupidement comme ça? C'est lui, Mr. Big. Non. C'est lui. C'est lui. Je ne vois pas du tout venir la chute. Ah ah, il se fait appeler Mr. Big alors que c'est un petit rongeur. Petit rigolo. J'avais confiance en toi, Nicky. Je t'ai accueilli dans ma maison. On a rompu le pain ensemble. Je n'ai plus vu une référence aussi subtile et ouverte aux enfants depuis... Elle sert de mère porteuse à moitié vivante pour des embryons d'extraterrestres. Des bébés aliens vont sortir de son ventre. Ah! Et sincèrement, ce personnage n'apporte rien. On a une intrigue policière sympathique à suivre et tout d'un coup vous nous balancez un mafieux qui aurait tout aussi bien pu être remplacé par n'importe qui juste pour faire cette référence à 2 balles. Ah oui, et parce que c'est cocasse de voir un type qui a autant de pouvoir en étant tout petit. Intimidez-moi si ça vous chante. Je découvrirai ce que vous avez fait à cette loutre, même si je dois y laisser ma peau. Bien envoyé, ma fille. Par contre, ça aurait été cool que tu accompagnes ça en te défendant un peu. Elles sont passées où tes séances d'entraînement? Mais coup de bol, la fille de Mr. Big a été sauvée par Judy plus tôt dans la journée. Le monde est petit, donc tout s'arrange et on devient copain-copain. Oui, sérieusement, copain, y a plus aucun souci avec ce type. Ça ne dérange aucunement Judy, la flic intègre, de le laisser faire ses trucs louches à partir de là, et elle finit même par être marraine de sa petite fille. Il est au-dessus des lois, donc y a aucun problème à le laisser s'en sortir. C'est pour cette raison que ce personnage est la pire partie du film pour moi, parce qu'il fout légèrement en l'air tout ce qui fait le caractère de notre héroïne. Enfin bon, il les envoie chez le chauffeur de la loutre qui raconte que tout d'un coup celui-ci est devenu complètement sauvage, et 10 secondes après ça, il devient complètement sauvage à son tour. Timing! On a une scène de course-poursuite assez intense, vraiment l'action dans ce film est très bien foutue, et ils parviennent à restreindre l'animal, mais il a disparu au moment où la police arrive. Chef, je sais ce que j'ai vu, il a failli nous tuer. Peut-être que tous les prédateurs agressifs ont l'air sauvages pour vous les lapins. Ok, tête de con, est-ce que t'as été le souffre-douleur d'un lapin quand t'étais petit pour être bouché à ce point? Après, je reconnais que ça amène un moment plutôt jouissif où Nick lui dit ses 4 vérités, puis tout un moment très joli où l'amitié entre ces deux-là s'instaure bien. C'est vraiment ce duo de personnages qui cimente le film et leur développement est très réussi. À un détail près, mais on y reviendra. Grâce à Bellwether, ils arrivent à avoir accès aux caméras de sécurité. Les moutons me laissent jamais les approcher. T'as pas le droit de toucher la laine d'un mouton. Tirez de la barbe à papa. Vous savez qu'elle devrait logiquement vous entendre, là. Il retrace la piste du jaguar sauvage et découvre que tous les prédateurs disparus ont été enfermés en secret par le maire pour éviter la panique et parce qu'il avait peur pour son poste, vu que la génétique semble l'explication la plus probable à ces crises de sauvagerie. Ce qui est ingénieux, là, c'est qu'on pensait trouver l'explication du problème alors qu'on découvre seulement une de ses conséquences. Le maire se fait arrêter après ça, mais on n'a toujours aucune idée de ce qui est à l'origine de cette récente sauvagerie chez plusieurs prédateurs, et le problème reste entier. C'est une évolution du problème bien pensée qui tient vraiment en haleine. Judy et Nick semblent bien partis pour devenir coéquipiers officiels, mais c'est là que... mon deuxième plus gros problème avec le film survient. Pourquoi est-ce arrivé? On l'ignore encore. Mais ça peut avoir un rapport avec la génétique. Judy fait l'hypothèse que la cause pourrait être génétique, ce qui tient le plus la route avec les informations qu'ils détiennent, et c'est là que Nick ne se sent plus. Clairement, il s'agirait d'un composant dans leur gène. Ces prédateurs semblent être revenus, comme tu l'as si bien dit, à leur état sauvage primitif. Oui, il s'agirait, il semble, le genre de terme qu'on emploie quand on soulève une hypothèse. Hypothèse soutenue par le fait que les médecins n'ont rien trouvé d'autre pour l'instant. Arrête, je t'en prie, tu n'es pas comme eux. Oh, toi aussi, tu dis eux maintenant? Oh, vous voulez partir sur ce terrain-là? Certes, Zootopie n'est pas une société cosmopolite intelligemment pensée qu'on peut mettre en parallèle avec la nôtre, mais pas de façon trop directe. De ce fait, c'est très malin d'y dénoncer la discrimination négative comme positive, sans pointer de racisme précis de chez nous. C'est extrêmement bien réfléchi et je donne à ce film beaucoup de mérite pour ça. Mais c'est pas parce que vous dépeignez la discrimination dans un contexte intelligent que vous pouvez la dépeindre connement en soi.
Judy est prise dans la rapidité des événements et annonce la théorie qui aurait le plus de sens sur le moment pour n'importe qui. Merde, on a fait en sorte que ce soit le cas. Et vous voulez faire passer ça comme un acte de racisme insensible? Allez vous faire voir! Tu crois que je pourrais tenter de te manger? Ah, elle se met sur la défensive alors que tu te montres agressif. C'est vraiment elle l'enfoiré tout de suite. Merde, j'aurais adoré voir l'évolution des choses si cette hypothèse s'était vérifiée. Parce que contrairement aux populations humaines qui se sont entretuées et qui continuent de le faire pour des raisons géopolitico-religieuses, nos animaux sauvages prédateurs, eux, sont véritablement féroces par nature parce qu'ils ont besoin de bouffer. Il y a un moment donné où votre parallèle ne tient plus. Et le truc, c'est que je trouve le comportement des gens très bien mis en scène après ça, alors que les crises s'empilent. La fragilité de la confiance qu'on peut avoir en une communauté suite à un événement de ce genre est très bien illustrée. Mais ça me gonfle profondément qu'on tienne à tout prix à ce que Judy se sente coupable, là. Je suis venue ici pour rendre le monde meilleur. Au lieu de ça, je l'ai chamboulé. Tu n'as rien chamboulé. Tôt ou tard, la situation aurait échappé au maire et d'autres personnes que toi auraient émis la même hypothèse publiquement. Tu n'es responsable de rien. Je ne mérite pas cet insigne. Hobbs. Oui, plutôt que d'essayer d'arranger la situation, je vais plutôt rentrer chez moi la queue entre les jambes et laisser ce bordel là où il est. Notre héroïne, messieurs, dames. Elle découvre alors que ses parents travaillent avec le gros bras de son enfance. On est associés, et on n'y aurait jamais songé si tu nous avais pas ouvert l'esprit. À quel moment? Parce qu'il n'y a eu aucune scène qui suggère un tant soit peu ça. Cela dit, c'est une approche intéressante du personnage, qui montre qu'on n'est pas voué à grandir comme ceux qu'on est enfant. C'était une touche sympathique. Enfin bon, grâce à une belle coïncidence, Judy finit par avoir une piste sur ce qui a provoqué ces crises de sauvagerie, à savoir une fleur particulière. Que les médecins n'ont pas su déceler parce que c'est un poison de facilité scénaristique qui ne se détecte pas au scanner. Et elle finit par foncer vers Zootopie pour arranger ça, mais pas avant une belle scène de pleurnicherie forcée. Et quand tout sera terminé, tu pourras me détester et ce sera très bien. Ce que j'ai fait était horrible, je suis pire qu'Hitler. Et c'est là que le film peut recommencer à être bien. J'oserais même dire qu'on aurait pu directement passer à la suite de l'enquête sans ce drame entre deux, que ça n'aurait pas changé grand chose, en dehors du fait qu'on aurait moins martelé que la discrimination c'est mal, voyez. Ils arrivent à retrouver la piste des fleurs grâce à leur bon vieux pote mafieux, ce qui les mène à une autre référence que tous les enfants saisiront, où ils découvrent que les prédateurs se faisaient sauvagiser par un sniper. Et aucun médecin n'a remarqué de traces sur leur cou en les examinant. Et s'ensuit une autre scène d'action super cool, à nouveau le film réussit très bien ça, et il tombe sur la nouvelle mère Bellwether qui était derrière tout ça, dans une révélation ma foi très restreinte. Attrapez-les. Moi, je suis méchante, voilà. Même si la révélation autour de Hans me pose problème, au moins là ils ont bien mis le ton dramatique. Ça n'en fait pas une mauvaise méchante, mais disons que je la mettrai pas dans un top 10. Elle fait ça parce qu'elle en a marre que les prédateurs soient vus comme l'élite, bla bla bla. Est-ce que vous avez capté que la discrimination c'était pas bien? Donc ils doivent leur échapper. Oh, une myrtille? Merci. Je ne vois pas du tout venir un certain rebondissement. Bellwether récupère l'arme et pense avoir sauvagisé Nick, mais tout ceci n'était qu'un acte pour la faire parler. Du sang! Du sang! Du sang! C'est mignon pour le spectateur parce qu'il a vu la scène d'intro, mais tous les autres personnages, y compris Nick, devraient se dire qu'est-ce que tu fous là? Bref, la méchante est enfermée, l'antidote au poison est trouvé, Nick devient flic, on nous sort une morale qui se veut bien plus profonde qu'elle ne l'est. Ce changement commence avec vous. Il commence avec moi. Il commence avec nous tous. Heal the world, make it a better place. Et le film décide de recopier DreamWorks pour terminer. Wow! Ho, 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 ho!
Try Everything. Et c'est alors que ce film devint une icône pour tous les amateurs de Hentai Fury. On va aller pécho de la gazelle. Zootopie est bien. Les deux protagonistes sont très bons et fonctionnent très bien ensemble, l'intrigue policière est plutôt palpitante avec de la bonne action malgré quelques facilités scénaristiques, le tout dans un univers bien pensé et bien posé. Mais ce film en fait trop. On nous bombarde de trop de persos secondaires soit lourds, soit inutiles, qui alourdissent l'intrigue et amenuisent notre héroïne, la morale très louable en soi est beaucoup trop martelée au point d'apporter des moments vraiment lourdingues. En ayant la main moins lourde sur vos persos de soutien et en vous restreignant sur votre message qui, avouons-le, n'a rien d'original, Pocahontas l'a tout aussi bien fait avant, vous auriez pu être le grand classique Disney que beaucoup de gens clament, mais à la place, vous êtes seulement bien. Un film qui mérite qu'on s'en rappelle, mais qui n'a pas tout à fait sa place au sommet du panthéon des meilleurs Disney pour moi. Le temps imparti est terminé. Cependant, la prochaine œuvre que je vais traiter a sa place au sommet du panthéon des pires séries Disney. C'était Mayolek et je vais en chier.